Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Joanne Desjardins. Je suis associée chez Brio, une boutique de management qui se spécialise dans la transformation des organisations et de leurs leaders pour laisser une empreinte durable sur la société. Dans cette perspective, Brio a comme expertise la gouvernance. Donc, on se tient constamment à l'affût des pratiques exemplaires en matière de gouvernance et des tendances. Donc, aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous vous proposons un webinaire qui portera sur l'évaluation des conseils d'administration. Ce webinaire est présenté en étroite collaboration avec notre partenaire de choix, le Collège des administrateurs de société. Donc, dans le cadre de ce webinaire, nous aurons l'opportunité d'échanger avec trois panélistes de renom que je vous présenterai dans quelques instants, justement pour discuter de l'évaluation du conseil d'administration. La procédure qui sera suivie sera la suivante. En fait, dans un premier temps, nous échangerons avec nos différents panélistes sur l'évaluation du conseil d'administration. Et vers la fin, donc 50-55 minutes sera consacré aux échanges pour par la suite, nous réserverons 5 minutes aux participants pour que vous ayez l'opportunité de poser vos questions à nos panélistes sur des thèmes qui vous sont chers. Alors, sans plus tarder, essentiellement, le webinaire d'aujourd'hui, nous avons deux grands objectifs. Les objectifs poursuivis essentiellement, c'est sur la base de l'expérience, de l'expertise de nos experts. Ça va être d'échanger avec eux sur la démarche d'évaluation de conseil d'administration qui a cours dans leurs organisations, d'aborder les objectifs, de traiter des rôles, des défis, des pistes d'amélioration. Également, à travers les échanges que nous aurons avec les panélistes, il y aura évidemment mention de pratiques exemplaires en matière de gouvernance et aussi de tendances susceptibles d'influencer l'évolution du fonctionnement et aussi de l'évaluation des conseils d'administration. Le webinaire d'aujourd'hui sert aussi de rampe de lancement à un livre blanc que nous avons préparé. Essentiellement, le livre blanc, c'est un guide préparé par Brio qui, dans le fond, décrit différentes pratiques exemplaires concernant l'évaluation des conseils d'administration, recense aussi de saines pratiques et également des tendances dans l'évaluation des conseils d'administration. À titre de précision, le livre blanc ainsi que la documentation qui sera utilisée au soutien du webinaire vous sera acheminée ultérieurement à la fin du webinaire pour que vous puissiez en prendre connaissance. Alors, on parle d'évaluation du conseil d'administration. Lorsqu'on parle d'évaluation du conseil d'administration, bien évidemment, il faut se resituer, se placer dans le contexte. On est dans un environnement où, en constante mouvance, la dernière année a eu son lot de changements, notamment pour nos organisations et évidemment pour les conseils d'administration. Il y a une pression qui s'exerce constante sur nos organisations pour qu'elles soient plus efficientes, plus efficaces, plus performantes, plus innovantes, même disruptives. Beaucoup d'épithètes qui riment avec performance. Donc, cette pression-là qui est exercée sur nos organisations pour qu'elles soient plus performantes, bien, inévitablement, on doit prendre en compte que le conseil d'administration, comme entité suprême, comme organe suprême de l'organisation, bien, il doit prêcher par l'exemple. Et les pratiques exemplaires en gouvernance bien, sont à l'effet que les conseils d'administration devraient s'évaluer pour justement jouer pleinement leur rôle de fiduciaire et également être en mode de création de valeur. Il est terminé le temps où nos conseils d'administration étaient des boulets au pied de nos organisations. Il faut qu'elles servent de levier. Et justement, l'évaluation permet aux conseils d'administration et aux administrateurs de prendre un temps d'arrêt dans leur vie d'organisation et de réfléchir à ce qui va bien, à ce qui va moins bien, à ce qu'on devrait améliorer, puis également aux pratiques exemplaires qu'on pourrait intégrer justement pour être encore plus performante comme organisation. C'est une introspection qui se fait à la fois de manière individuelle, comme administrateur,
mais également de façon collective comme conseil d'administration. Et ça permet aussi d'intégrer dans notre dynamique de conseil un souci d'excellence. Comment on peut toujours être à l'affût pour, dans le fond, intégrer dans nos façons de faire des pratiques pour s'améliorer et jouer, encore une fois, pleinement notre rôle comme conseil d'administration. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos invités, des invités de marque qui représentent une brochette d'organisations qui sont issues de différents milieux. On a des organisations à but lucratif, non lucratif, qui viennent du secteur financier, coopératif, ordre professionnel. Donc, nos trois panélistes vont nous amener, à travers leurs lunettes, leurs lentilles, leurs perspectives à l'égard de l'évaluation des conseils d'administration avec lesquels ils travaillent. Alors, je les invite à se présenter. Dans un premier temps, je vais, peut-être Pierre-Marc, vous pouvez débuter, et ensuite José et Christiane. Oui, alors, merci Joanne. Alors, dans un premier temps, j'aimerais remercier Brio quand même de m'avoir invité aujourd'hui et à vous tous de participer au webinaire. Alors, brièvement, je suis vice-président exécutif, leader, affaires juridiques, conformité, secrétariat général chez Beneva. Beneva, qui est la nouvelle entité créée du regroupement entre la capitale et SSQ. Alors, dans un contexte, je rentre de mon côté de mutuelle de gestion. Alors, c'est un contexte particulier au niveau de la structure. Alors, depuis 2004 que je suis dans cette famille-là de Beneva, en ayant fait un séjour à l'UNIC pendant 4 ans, de 2004 à 2009, et ensuite de 2009 à aujourd'hui au groupe financier La Capitale. J'ai pratiqué en pratique privée également, certains cabinets d'avocats, et fondé au tout début de ma carrière une compagnie d'assurance qui s'appelait Orléans Compagnie d'assurance. Alors, brièvement présenté. Merci, Joanne. Merci Pierre-Marc. Donc, José, de votre côté. Alors, bonjour tout le monde. À mon tour de vous remercier, Brio, et de vous remercier tous d'être là ce midi avec nous. Alors, Josée Letourneau, je suis secrétaire générale et responsable des affaires juridiques chez Solio Groupe Coopératif. Alors, notre nom le dit, coopératif, nous sommes une Fédération des coopératives agricoles du Québec. Peut-être que si je vous parle de la Coop fédérée, c'est notre ancien nom et nos 3 divisions. Peut-être que vous nous connaîtrez plus comme ça avec la division Limel, BMR et Solio Agriculture. Donc, dans un modèle coopératif, chez nous, le conseil d'administration, les valeurs de démocratie, de proximité des membres sont super importantes. Donc, vous comprendrez que notre conseil d'administration est élu par les membres. Et on va bientôt fêter notre 100e anniversaire. Alors, nous sommes une entreprise, bien que certaines croyances pensent qu'une coop, c'est à but non lucratif, c'est pas le cas. Alors, chez nous, on travaille vraiment pour avoir une saine santé financière, d'avoir une rentabilité, pour préserver le patrimoine coopératif qui s'est bâti au cours des générations, avec plusieurs générations de producteurs agricoles. Merci beaucoup, Josée. De votre côté, Christiane. Merci, bonjour à tous. Alors, Christiane Vachon, secrétaire et vice-présidente aux affaires juridiques de l'Ordre des CPA du Québec. Alors, l'Ordre des comptables professionnels agréés est l'un des 46 ordres professionnels du Québec et compte un peu plus de 40 000 membres. D'emblée, il faut dire que notre encadrement est particulier. Il s'agit d'une entité sans but lucratif qui est constituée et régie par le Code des professions, dans notre cas, la loi sur les CPA et de nombreux règlements. 2 faits particuliers très importants pour nous, c'est que l'Ordre a comme mission principale, comme le mentionne le Code des professions, de protéger le public. Autre fait particulier très important, c'est que notre conseil d'administration est composé à la fois d'administrateurs élus, 11 sur 15 selon des régions électorales, mais aussi de 4 représentants du public nommés par l'Office des professions. Alors, c'est un contexte qui est différent des autres, mais particulier au système professionnel du Québec. Merci. Merci beaucoup, Christiane. Merci à nos 3 panélistes de se prêter au jeu et d'échanger sur leur expérience qui nous apporte un angle intéressant en lien notamment avec le contexte qu'ils viennent de vous décrire très brièvement.
Avant de démarrer les questions, je voudrais simplement vous indiquer que vous avez une question à laquelle on vous demanderait de répondre sur, on aimerait bien savoir parmi notre auditoire, est-ce que, bon, les gens évaluent ou non leur conseil d'administration. Donc, ça sera utile pour la réflexion tout au cours des échanges que nous aurons avec nos panélistes. Alors, sans plus tarder, j'inviterais Josée, par exemple, à nous parler pourquoi, chez Solio, on évalue le conseil d'administration, hein, concrètement. Pourquoi on l'évalue? Alors, je vous parlerai de 2 éléments. Le premier, j'en ai parlé dans mon introduction, qu'on est un peu comme le gardien du patrimoine collectif qui s'est bâti au cours des 100 ans de notre existence. Donc, vous comprendrez que nos membres ils ont des grandes attentes face au conseil d'administration. Nos investisseurs également, nos banquiers qui ont investi, qui croient en notre modèle d'affaires. Donc, pour répondre à ces attentes-là, c'est important qu'on s'évalue parce qu'on veut être à la hauteur. Le conseil veut être à la hauteur des attentes. Et nos administrateurs, ils n'ont pas à rendre compte seulement à leur assemblée annuelle. Là. Souvent, dans les différentes instances qu'on a, ils vont voir les membres. Donc, nos membres, ils vont les interpeller régulièrement. Donc, c'est une première raison pour qu'on s'évalue. On veut être performant et à la hauteur des attentes et responsabilités que le conseil a. L'autre élément que je vous dirais, c'est que de s'évaluer, ça nous permet d'identifier des problématiques, d'être proactif dans des situations qui sont peut-être améliorées. Donc, de régler ces problématiques-là, le CA va pouvoir orienter le tir si on s'évalue. Donc, ça serait 2 motifs là, que je pourrais partager pour le pourquoi de l'évaluation du CA chez nous. Merci, Josée. De votre côté, Christiane, pourquoi, par exemple, à l'ordre des CPA, on procède à l'évaluation du conseil d'administration? Ça correspond, je pense, à 2 raisons. Premièrement, l'évaluation du conseil répond à des exigences réglementaires, mais d'autre part, à une volonté aussi de mettre en place une bonne gouvernance. Du côté réglementaire, c'est l'Office des professions qui chapeaute tout le système professionnel. L'Office des professions a publié des lignes directrices en matière de gouvernance en avril 2019 qui reflètent ses attentes et servent de guide aux ordres professionnels. Elle prévoit, entre autres choses, que le conseil d'administration doit évaluer sa performance et celle des administrateurs et s'assurer d'une vision commune de sa mission de protection du public au sein de l'ordre. Ces lignes directrices prévoient aussi que le président du conseil doit s'assurer de l'adoption et de la mise en œuvre d'une politique d'évaluation de la performance du conseil et de ses membres et que l'administrateur doit participer à l'évaluation de son rendement et à l'évaluation du conseil d'administration. Il en est donc ressorti, sinon une nécessité, définitivement une incitation à la réflexion pour l'ordre et d'adopter une ligne directrice sur l'évaluation de la gouvernance et de la mettre en œuvre. Donc, de créer un cadre de gouvernance pour l'amélioration continue du conseil des administrateurs. Et c'est ce qui a été fait, non seulement pour le conseil d'administration et ses administrateurs, mais aussi pour les comités du conseil, et ce, à notre avis, pour le bénéfice de toute l'organisation. Merci, Christiane. Donc, Josée, Christiane, en fait, en examinant, on voit qu'il y a des motifs qui se rejoignent, mais aussi qui sont parfois différents sur les volontés qui ont vraiment fait en sorte que vous procédiez à l'évaluation du conseil d'administration. Donc, on parle de respect, conformité légale, réglementaire. On parle notamment, évidemment, du rehaussement de la performance et de la qualité du fonctionnement du CA. J'entends aussi, par exemple, du côté de Josée, répondre aux exigences de nos investisseurs, de nos membres. Et aussi, un élément qui a été soulevé aussi par Josée, c'est de résoudre certaines difficultés ou problématiques là, dans le fonctionnement du conseil. Puis, autre élément par rapport à ce que Christiane vient de mentionner, il n'y a pas beaucoup de conseils d'administration qui ont de telles directives, mais lorsque Christiane fait référence aux directives de l'Office des professions en matière de gouvernance, le fait de se doter d'une politique d'évaluation du conseil d'administration, ça permet justement de clarifier les objectifs, de clarifier les critères, de clarifier la démarche. Donc, c'est une bonne pratique là, à prendre en compte là, dans l'évaluation des conseils d'administration.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est par rapport à la question qu'on a posée à nos participants, on vous demandait, réalisez-vous ou non une évaluation de votre conseil d'administration? C'est intéressant de voir que 67 d'entre vous réalisent une telle évaluation. Il y en a 23 qui ne le font pas. Et il y avait le reste, les gens ne le savaient pas si l'évaluation était effectuée ou pas. Puis si on compare vos données avec les entreprises du Fortune 100, c'est une étude qui a été réalisée par EY en 2019. Bien, il y a 73 des entreprises du Fortune 100 qui procèdent à une évaluation du conseil d'administration. Donc, et de là, au niveau du conseil d'administration, on se rend compte que, évidemment, quand on parle d'évaluation, on pense à un mode d'évaluation. Mais l'évaluation du conseil se décline en plusieurs modes. Puis on va échanger tantôt avec nos panélistes sur les différents modes. Évidemment, il y a l'évaluation du conseil comme tel. Il y a l'évaluation des rencontres du conseil. Donc, il est une pratique recommandée dans les rencontres des comités, dans les rencontres du conseil, de faire à la fin de la rencontre une introspection sur son fonctionnement et d'émettre une rétroaction sur qu'est-ce qu'on devrait améliorer la prochaine fois dans le cadre de notre rencontre. Donc, et un autre mode qu'on voit également, c'est l'évaluation des dirigeants, l'évaluation de ce qu'on appelle, c'est un anglicisme, mais les officiers, le président du conseil, les présidents du comité, des comités. Puis ensuite, il y a l'évaluation des comités comme tel. Et l'autre type d'évaluation, c'est l'évaluation individuelle des administrateurs. Donc, différents modes qui sont utilisés par les organisations. Et avant d'aller plus loin sur les modes d'évaluation, nous allons vous demander, parmi ceux qui ont répondu, le 67 qui ont dit qu'ils évaluaient leur conseil d'administration, on serait intéressés, nos panélistes seraient intéressés à savoir quel type d'évaluation vous préconisez. Alors, pendant que vous répondez, nous allons poursuivre nos échanges avec les panélistes. J'aimerais savoir de votre côté, Pierre-Marc, chez Beneva, évidemment, Beneva vient d'être constitué, mais vous avez une expérience auprès notamment de la capitale. Qu'est-ce qu'on évalue concrètement? Bien, effectivement, Joanne, je pense qu'on est en construction au niveau de Beneva, alors, mais on a l'expérience d'avoir vécu à la capitale des différents modes d'évaluation des conseils. On a eu des questionnaires, des formulaires, des rencontres, des auto-évaluations. Plusieurs aspects à la capitale étaient regardés au niveau des séances. L'information était-elle suffisante? Était-elle pertinente? Les membres ont été évalués. Conseil, le président également. Alors, beaucoup de façons d'évaluer donc le conseil et ses membres. Mais pour moi, l'important, ça demeure de se fixer des objectifs puis les différents thèmes ou aspects qu'on veut évaluer, toujours dans une optique, puis ça, je vais insister là-dessus, de création de valeur. Alors, c'est vraiment ça pour moi l'important, les objectifs qu'on a, puis la création de valeur à la fin. Alors, évidemment, on n'est pas une compagnie publique non plus. Il y a une différence, là, je pense qu'on en a déjà discuté, Jeanne, de ça, compagnie publique versus privée. Alors, à mon sens, là, compagnie publique où il y a des responsabilités d'administrateur peut-être un peu différentes avec les divulgations, etc. Mais au niveau de l'évaluation du conseil ou des responsabilités, ça demeure quand même sensiblement les mêmes. Alors, au niveau d'une compagnie privée ou publique. Donc, on a fait beaucoup de choses à la capitale et on va faire encore plus de choses au niveau de Beneva dans le futur, au niveau de l'évaluation du conseil. On est à travailler, plancher sur ça actuellement. Merci beaucoup, Pierre-Marc. De votre côté, José, chez Solion, qu'est-ce qu'on évalue concrètement? On évalue, on a un programme multisource, là, on va chercher, évaluer des choses de différentes façons. Mais le contenu qu'on regarde, c'est bon, bien sûr, le climat de conseil, la gestion de l'information, la gestion des réunions. On va regarder le leadership aussi de nos comités puis des présidents de comités. On va regarder tout ce qui est la responsabilité d'entreprise. Mais aussi, chez nous, ce qui est important avec notre modèle coopératif, on a une culture, on a une intégrité organisationnelle qui est hyper importante. Donc, on va évaluer dans notre processus comment les administrateurs véhiculent, comment ils adhèrent, ils intègrent cette culture-là.
et surtout aussi nos valeurs, parce qu'on travaille beaucoup nos valeurs, nos décisions sont beaucoup en fonction de nos valeurs. Donc, c'est des choses qu'on va évaluer au sein de notre conseil, comment le conseil interagit avec ces éléments-là de culture organisationnelle. C'est un élément intéressant, Josée, parce qu'on dit souvent que les administrateurs sont nos ambassadeurs au niveau des valeurs corporatives. Donc, vous avez des questions spécifiques qui permettent d'évaluer si effectivement ces valeurs-là sont bien incarnées par vos administrateurs? Exact. Dans nos sondages, autant dans l'auto-évaluation que dans... Nous, on a une expérience d'évaluation par les pairs depuis 1 an. Donc, on a mis ça aussi dans ces évaluations-là. Oui, effectivement. Puis, merci, Josée. De votre côté, Christiane, à l'ordre des CPA, qu'est-ce qu'on évalue quand on procède à l'évaluation du conseil d'administration? Quels sont les éléments là, qui retiennent votre attention? Particulièrement pour le conseil d'administration, les thèmes qui sont retenus sont la gouvernance et l'éthique, la stratégie entreprise par l'ordre et sa performance, la surveillance de la conformité légale et réglementaire qui inclut, je l'ai mentionné tantôt, la compréhension de la mission de protection du public qui est très importante pour les ordres. Évidemment, on évalue aussi l'efficacité des réunions et on porte une attention particulière aux enjeux qui sont perçus par les répondants. D'autres évaluations de comité vont avoir peut-être des points d'interrogation un peu différents. Et il faut noter aussi que les administrateurs procèdent à leur auto-évaluation et qu'ils évaluent les présidents des comités. Donc, ce sont tous des sujets qui vont se retrouver éventuellement analysés et répertoriés. Donc, à la lumière de ce que vous venez de dire, ce qu'on comprend, bien évidemment, d'entrée de jeu, on avait Pierre-Marc qui disait il faut bien camper nos thèmes d'évaluation, puis il faut aussi préciser quels sont les objectifs, parce que c'est bien beau de s'évaluer, mais encore faut-il déterminer qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat ou comme données pour nous permettre justement de s'améliorer. Puis on voit aussi différents thèmes qui sont abordés. Donc, et là, on a Christiane qui mentionne, on parle notamment des enjeux, on parle d'éthique, on parle aussi de la réalisation de notre mission de protection du public. On a Josée qui mentionnait, par exemple, toute la question de l'incarnation des valeurs par nos administrateurs. Et on avait Pierre-Marc aussi qui parlait notamment de questions en lien avec le fonctionnement, les devoirs et responsabilités légales. Alors, on va aussi vous présenter quelques thèmes, puis vous allez le voir dans le livre blanc, des thématiques qui sont abordées dans le cadre de l'évaluation. Évidemment, il y en a plusieurs qui ont été mentionnés par nos panélistes, donc devoirs et obligations légales, les rôles et responsabilités. Est-ce qu'ils sont exercés? Est-ce qu'ils sont clairs? Le fonctionnement du CA et des comités, vous en avez parlé, Christiane en a parlé, Pierre-Marc en a parlé également. Tout à l'heure, Josée parlait de la culture de l'organisation. Mais on voit aussi dans les pratiques quelle est la culture qu'on a au sein du conseil d'administration et des comités. Il y a une littérature actuellement en gouvernance qui porte spécifiquement sur la culture qu'on observe au sein des conseils d'administration. Est-ce que les gens ont le courage de s'exprimer? Est-ce que les gens ont le courage d'aller à l'encontre, par exemple, de l'opinion dominante? Est-ce qu'ils ont le courage de poser des questions? Donc, quelle est la dynamique qui court? Il y a aussi des questions qui vont porter sur la composition du CA et de ses comités pour voir est-ce qu'on a la mixité adéquate pour bien répondre à nos grands objectifs. Il y a des questions aussi qui vont généralement être en lien avec la structure du conseil d'administration, ses comités. Et il y a aussi des questions qui vont être posées en lien avec la relation que le conseil d'administration entretient avec le comité de direction, parce qu'on sait que ça peut avoir un effet de carburant, mais aussi peut-être parfois un effet qui peut freiner le bon fonctionnement de notre gouvernance. Vous avez abordé, bien évidemment, les raisons pour lesquelles vous évaluez. Vous avez aussi parlé de ce que vous évaluez. Il y a des participants qui se posent la question de savoir, on évalue, c'est quoi le meilleur moment pour évaluer?
Je ne sais pas, José, Pierre-Marc, si un de vous veut répondre à ce qui se passe au sein de votre organisation. Pierre-Marc, de votre côté. Ben, c'est le bon moment, il faut trouver, tu as raison, Joanne, le bon timing, mais si on prend à haut niveau, là, c'est annuellement. Je pense qu'il faut le faire une fois par année. Je pense que ça, c'est très bon pour les comités, pour l'ECA, pour ses membres, pour le président, au minimum une fois par année. Probablement après les états financiers, là, chez nous, en tout cas, février est un gros conseil, peut-être de faire ça plus en mai ou en juin ou à l'été, c'est un peu plus soft, à mon avis, plus propice à ce type d'évaluation-là. Cependant, pour les séances du CA, on en a parlé tantôt, ou des comités, ben, ça, on peut le faire, une évaluation après chacun des comités ou après chacun des CA, et les résultats de ces évaluations-là des séances sont donnés au président du conseil qui, lui, fait rapport au conseil d'administration qui suit. Alors donc, 2 réponses annuellement pour les grosses évaluations, mais pour les séances, ça peut se faire après chaque séance du conseil ou de comité. Merci beaucoup. De votre côté, José, qu'en est-il? Oui, effectivement, le bon moment, c'est important. Alors, nous, on l'a ciblé dans nos horaires. Nous, notre programme est sur 3 ans. Donc, le premier cycle, c'est une auto-évaluation plus une évaluation par les pairs. La même chose la 2e année. Et la 3e année, on fait une évaluation complète par une firme externe. Donc, c'est un programme sur 3 ans. Donc, à chaque année, on fait une évaluation qui est différente et on reprend le cycle à chaque 3 ans. Merci beaucoup. Évidemment, on prend les questions vers la fin, mais il y a un participant qui pose une question intéressante. On nous demande, est-ce que, par exemple, la haute direction participe aux évaluations du conseil d'administration? Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut répondre à la question, voir qu'est-ce qui se passe. Je peux y aller. Moi, chez nous, non. Chez Solio, non. Dans notre processus d'évaluation du conseil, la haute direction n'est pas. C'est seulement les membres du conseil. De votre côté, Christiane? C'est la même chose. Ce sont les membres du conseil et des comités. Et Pierre-Marc, de votre côté? Même chose, on regarde, par contre, pour Beneva, d'évaluer ça. Et la relation, finalement, entre le CA et la haute direction, là, c'est vraiment sur notre radar. Excellent, merci beaucoup. Vous avez parlé de mode d'évaluation. J'aimerais qu'on fasse un plongeon vers les modes d'évaluation. On a vu qu'il y a une panoplie de modes qui sont préconisés. Et j'aimerais juste mettre en perspective, on a nos répondants, nos participants qui ont répondu à la question, mais j'aimerais aussi mettre en perspective ce qu'on observe dans les entreprises publiques. Donc, de votre côté, on vous avait demandé quel type d'évaluation utilisez-vous. On voit que de façon prépondérante, l'évaluation du conseil d'administration dans sa globalité est un mode qui est très populaire. On a aussi à 89 %, président du conseil d'administration, 65 %, les administrateurs, 60 %, président de comité, 45 %, comité, 62 %, les rencontres, 49 %, et on a un pourcentage de 7 % qui est autre. Alors, on voit ce qu'on observe au sein des entreprises publiques. Vous allez me dire pourquoi vous nous présentez des données d'entreprises publiques. Eh bien, c'est simple, hein, la majorité des études qui sont accessibles portent principalement sur les entreprises qui sont cotées à la bourse. Alors, malheureusement, on n'a pas de données autres disponibles sur d'autres organisations que je pourrais vous présenter. Alors, quand on regarde les types d'évaluations qui sont privilégiés par les entreprises publiques canadiennes, on s'aperçoit, évidemment, dans le 100 %, on a le conseil d'administration, administrateur, comité. Donc, vous voyez, dans le cas des participants, au niveau des comités, vous êtes à 60 %, alors que dans les entreprises cotées en bourse, on est à 100 %. Du côté du CA, vous aviez un taux de réponse de 89 %, alors que dans les entreprises cotées à la bourse, c'est 100 %. Président de comité, vos résultats semblaient sensiblement similaires, donc 56 %. Et quant au président du conseil d'administration, bien 92 % procèdent à une telle évaluation.
Au Québec, on observe que l'évaluation, le mode d'évaluation des administrateurs, hein, qu'on appelle dans le langage parfois, bon, ça peut être l'auto-évaluation des administrateurs, mais ça peut être aussi l'évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs n'est pas nécessairement un mode d'évaluation très utilisé. Il y en a plusieurs organisations qui craignent que ça puisse créer des tensions entre les administrateurs. Donc, ça va être intéressant tout à l'heure d'entendre Josée sur cette évaluation qui est notamment utilisée chez Solio pour voir un peu comment ça se passe concrètement chez eux. Mais on est allé creuser pour voir au niveau de l'évaluation des administrateurs, qu'en est-il? Hein? Donc, on a 63% des entreprises publiques canadiennes qui vont procéder à la fois à l'auto-évaluation et à l'évaluation par les pairs. Et 28% vont procéder à l'évaluation par les pairs uniquement, 2% à l'auto-évaluation uniquement. Donc, des données intéressantes qui mettent en perspective là, les différents modes d'utilisation, les différents modes d'évaluation. Mais j'aimerais questionner nos panélistes sur les expériences qu'ils vivent. Donc, Josée, je vous ai interpellé tout à l'heure en parlant du mode d'évaluation, de l'auto-évaluation et de l'évaluation par les pairs. Peut-être nous parler de votre expérience chez Solio. Qu'en est-il? Ben oui, ça va me faire plaisir. Donc, on a mis ça en place. C'était la première année qu'on le faisait l'année passée. Ça a très bien été. Les commentaires ont été très positifs. Je vous dirais l'important là-dedans, quand on décide de mettre en place une telle évaluation, ça prend une certaine maturité du conseil parce que, comme tu le mentionnais, ce n'est pas toujours évident pour un administrateur de lire ou d'entendre la critique. C'est écrit, là, je comprends que ce n'est pas verbal, mais d'entendre la critique. Donc, ça prend une maturité. Il faut que les administrateurs soient prêts à entendre, à écouter. Mais en même temps, je vous dirais, il faut qu'ils soient aussi prêts à être corrects, respectueux, d'être objectifs dans l'évaluation qu'ils vont donner de leurs collègues. Alors, ces gens-là se connaissent, ils travaillent ensemble. Donc, tout ça, pour moi, j'utilise le mot maturité de conseil. Ce qu'on a fait chez nous, c'était vraiment, pour que ça soit une solution gagnante, on a vraiment maximisé la confidentialité, l'anonymat des réponses et on a utilisé une firme externe pour faire la rétroaction parce qu'on voulait protéger le président justement parce que quand on reçoit les résultats, on les communique à chaque administrateur et on a été content de le faire parce qu'en faisant cette rétroaction-là, la personne est objective en transmettant. Il n'y a pas d'émotion non plus là, parce qu'on connaît la personne ou non. Donc, puis aussi, ça a permis peut-être de creuser avec chacun des administrateurs des éléments qui n'avaient peut-être pas dit dans leur sondage ou qui mettaient en perspective les commentaires qui étaient donnés. Donc, tout ça fait en collaboration en amont et en aval avec le président. Donc, ça a été une belle expérience et c'est sûr qu'on continue dans cette voie-là. Les gens ont apprécié et ça donne des résultats qui sont concrets et sur lesquels on veut travailler. Merci beaucoup, Josée. De votre côté, Pierre-Marc, quels sont les modes qui sont préconisés puis votre expérience, commentaire relativement à l'expérience que vous avez vécue? Ben, je ne voudrais pas être redondant avec Josée, donc je me limiterai, là, parce que j'en ai brièvement parlé tout à l'heure, ce qu'on faisait à la capitale, mais à vous dire plutôt que ce qui est déterminant à mes yeux, c'est vraiment l'implication du président du conseil d'administration. C'est lui qui est vraiment là, des chefs de file, puis c'est lui qui doit s'assurer de l'adhésion de tous les administrateurs. Alors, il rencontre les administrateurs annuellement, des one-on-one, individuellement, mais c'est vraiment le président du conseil qui joue un rôle capital, clé dans le cadre d'évaluation. Peu importe le mode d'évaluation qu'on va choisir, peu importe les thèmes qu'on va évaluer, c'est vraiment le président là, qui donne le ton à l'évaluation du conseil et de lui-même et de son poste de président. Donc, ce serait ce que j'ajouterais, Joanna. Oui. Puis, Pierre-Marc, vous le voyez à quel moment son rôle au président? Vous le voyez à quel moment dans la démarche d'évaluation? Bien, à tous égards, quand on présente à notre président notre plan de match en évaluation qui dure soit sur 1 an ou sur 3 ans, comme disait Josée tout à l'heure, bien, le président doit accepter ou adhérer à ce qu'on lui propose. Alors, je le vois dès le début et par la suite, évidemment, il va s'assurer
qu'on présente ce plan-là au comité de gouvernance, hein, qu'on a probablement tous dans toutes nos organisations, et que par la suite, ils s'assurent, quand ils discutent avec les administrateurs, du sérieux aussi de la démarche et de l'importance d'accorder à cette évaluation-là, toujours dans une optique de plus-value. Donc, le rôle est vraiment à cet égard-là. Au quotidien, à chacune des rencontres du Conseil, je pense que c'est un rôle du président là, de donner le ton à cet égard-là. Puis, qu'en est-il de la rétroaction, Pierre-Marc? Parce que je vous disais de son côté que la rétroaction, notamment pour l'évaluation des administrateurs par les pairs, bien, la rétroaction avait été faite par une firme externe pour protéger, hein, je reprends les termes de José. Et qu'en est-il du rôle du président, par exemple, dans une démarche, dans les démarches que vous avez connues au niveau de la rétroaction sur les résultats? Alors, ce qui s'est passé, c'est évidemment les résultats étaient acheminés au secrétariat général. Alors, c'est nous qui avions là, les formulaires remplis, les questionnaires remplis, etc. Ils étaient présentés par la suite au président et au président du comité de gouvernance, alors en même temps. Et il y avait des échanges à ce moment-là avec le président qui, lui, par la suite, faisait le rapport officiellement là, par la suite là, au conseil d'administration. Alors, c'est vraiment de cette façon-là qu'on avait des échanges avec le président du conseil du temps de la capitale, évidemment. C'est un nouveau monde avec Beneva, mais c'est le même président, par exemple. Alors, peut-être qu'il y aura une continuité, des améliorations de Beneva. Alors, vraiment, c'est comme ça que ça se passait, Joanne, du temps de la capitale. Donc, il y avait une rétroaction globale qui était faite au CA. Et par la suite, est-ce qu'il y avait des rencontres individuelles entre le président et les administrateurs? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. À chaque fois, le président prenait le temps de rencontrer tous les administrateurs individuels. Parfait. Merci beaucoup, Pierre-Marc. Christiane, de votre côté, à l'heure de CPA, qu'en est-il? Je suis d'accord avec Pierre-Marc pour souligner l'importance du rôle du président. Je vous dirais toutefois que le processus comme tel est orchestré par le comité sur la gouvernance en fonction de la ligne directrice, et qui a un aspect très important. On a parlé d'évaluation des questionnaires, de protéger le président, de recevoir l'information au secrétariat général ou ailleurs. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de retenir les services d'un expert indépendant qui permet d'envoyer les questionnaires sur une plateforme sécurisée, de recevoir les réponses, les analyser, de fournir un rapport à la fois global et en particulier pour les comités, pour chacun des comités. Et ces rapports sont bien structurés et traitent spécifiquement de certains sujets, des points forts, par exemple, soyons positifs, des défis et des pistes d'amélioration, des enjeux qui sont apparus comme prioritaires. Il fournit aussi des recommandations et une conclusion sur l'état de la gouvernance. Donc, c'est des rapports qui sont très importants, qui sont communiqués en toute transparence au conseil d'administration, au comité sur la gouvernance et aux différents comités qui ont été évalués. Et ces rapports-là vont être d'autant plus importants qu'ils vont mener peut-être vers un plan d'action, très important aussi, qui donne une légitimité à tout le processus. Donc, c'est cette indépendance qui donne peut-être une facilité aux gens de donner leur opinion et qui aboutit dans des rapports qui sont très précieux pour l'organisation. J'ai quelques commentaires de participants, puis on se questionne, hein, quel est le rôle, on parle beaucoup du rôle du président du conseil d'administration dans la démarche, et là, Christiane, vous parlez du rôle, par exemple, du comité de gouvernance. Quel est le rôle du président du comité de gouvernance dans la démarche, par exemple, à l'ordre des CPA? Très important parce qu'avec le président du conseil, c'est le président du comité sur la gouvernance qui va livrer le message au conseil d'administration une fois que les rapports ont été reçus. Donc, les rapports sont envoyés à tous ceux qui ont participé à l'évaluation, mais le message, l'analyse un peu plus, les commentaires sont livrés par le président du conseil, du comité sur la gouvernance avec le président du conseil. Donc, c'est un travail là, qui se fait en duo. José, Pierre-Marc, est-ce que vous avez des commentaires différents quant au rôle que joue le président du comité de gouvernance dans l'évaluation? Semblable à Christiane. De votre côté, José? Nous, chez nous, c'est ça, c'est analysé par le comité gouvernance. Donc, le président, c'est sûr, il va faire rapport, mais c'est vraiment, je vous dirais, plus un rôle de comité plus que de président là, du comité. C'est la différence que je ferais.
Merci beaucoup. Fait que, ce qu'on comprend, dans le fond, si on résume vos propos, un rôle fondamental qui est joué par le président du conseil d'administration, pour reprendre les propos de Pierre-Marc, qui donne le ton. Donc, impliqué en amont pour approuver la démarche d'évaluation du conseil d'administration. Et il va être sollicité à différents moments pour notamment valider le questionnaire d'évaluation et par la suite, lors de la présentation des résultats au conseil d'administration, un travail qu'on comprend qui se fait en étroite collaboration avec notre comité de gouvernance qui va généralement piloter la démarche en étroite collaboration évidemment avec le président. Et on comprend aussi de vos propos que des rencontres sont prévues avec les administrateurs pour faire le topo sur leur contribution et voir comment ceux-ci peuvent améliorer, par exemple, leur contribution au bon fonctionnement du conseil d'administration. Et aussi, dans vos commentaires, bien, Christiane mentionnait l'importance du plan d'action. Donc, c'est beau s'évaluer, mais encore faut-il agir sur les résultats de l'évaluation. Donc, on comprend que vous préconisez également le déploiement d'un plan d'action pour identifier concrètement les pistes d'amélioration et les actions qui en découleront pour améliorer le fonctionnement global du conseil d'administration. Vous avez mentionné beaucoup d'éléments. Quels sont, par exemple, si on avait une personne, un participant, tout à l'heure, on a vu qu'il y a quand même 11% des administrateurs qui disaient, 23% finalement qui disaient qu'ils ne faisaient pas d'évaluation et il y en avait qui ne savaient pas s'ils en faisaient ou pas. Ça, c'est un peu inquiétant. Mais si, par exemple, quelqu'un devait procéder à une telle démarche, sur la base des expériences acquises, sur la base de vos apprentissages, des leçons apprises, qu'est-ce que vous recommanderiez à nos participants comme élément essentiel à prendre en compte? Christiane, de votre côté, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience? J'ai mentionné le plan d'action et je pense que c'est dans un premier temps, ça serait peut-être une première recommandation parce que c'est l'exercice finalement qui vient valider les commentaires et les recommandations qui ont été exprimées par ceux qui ont répondu au questionnaire. C'est là qu'on se rend compte qu'on vous a écouté. C'est ce qu'on leur dit. On vous a écouté, on vous a compris. Maintenant, on va bâtir le plan d'action. C'est un plan d'action qui devrait faire état des priorités et bien sûr tenir compte des ressources disponibles et entériné par le comité sur la gouvernance et le conseil. C'est d'abord ça que le plan d'action devrait faire, mais le plan d'action devrait être suivi dans un deuxième temps par une reddition de compte parce que cette reddition de compte-là va permettre de démontrer la volonté réelle d'agir et d'améliorer le fonctionnement du CA. Donc, une reddition de compte régulière au conseil d'administration, au comité sur la gouvernance, et aux besoins aux différents comités pour démontrer la mise en œuvre du plan d'action. Merci beaucoup, Christiane. Donc, priorité, les résultats, on les décline dans un plan d'action. On détermine finalement, parce qu'il peut y en avoir beaucoup, donc on priorise les actions qui découlent de l'évaluation et on s'assure que le comité de gouvernance fasse une reddition de compte de façon régulière au CA pour s'assurer effectivement qu'on suit notre plan de marche, qu'on réévalue finalement en fin d'année, si je comprends bien. Exact. De votre côté, Pierre-Marc, quelles sont les leçons apprises, les recommandations? Joanne, si tu permets, là, j'ai le goût de vous parler de 3 recommandations principales. Il y en aurait plus que ça, mais j'en ai 3 en tête. Puis je me suis inspiré là, de notre nouvelle marque Beneva. Alors, 3 syllabes, alors B-E, N-E et V-A. Alors, la première recommandation, c'est le besoin de bien comprendre ce qui se fait actuellement en matière d'évaluation dans votre organisation. Quand vous arrivez dans une organisation, bien comprendre ce qui se fait, mais aussi comprendre les meilleures pratiques, les connaître, les meilleures pratiques. Donc, c'est ce besoin-là qui est ma première recommandation. La deuxième, c'est alors pour Beneva, ne pas proposer des changements ou des améliorations sans s'assurer de l'adhésion du président du conseil, comme je l'ai dit tantôt, qui est déterminant. Et la troisième recommandation, c'est valeur ajoutée. Alors le VA pour Beneva, valeur ajoutée.
évaluer ce qui est pertinent, pas n'importe quoi, ce qui est vraiment pertinent matériel, au bon moment, comme on disait tantôt, le plan d'action dont parlait Christiane, mais surtout des suivis de ce plan d'action-là, avec toujours en tête l'objectif de création de valeur pour l'organisation. Alors, ce sont mes 3 recommandations bénévoles. Merci beaucoup. Donc, vous êtes un fier ambassadeur de votre marque. Donc, ça va être un acrostiche qui va nous permettre de bien comprendre les leçons apprises. Merci, Pierre-Marc. De votre côté, Josée. Oui, moi, je vous dirais premièrement, votre structure d'évaluation, il faudra que ça soit bien structuré. Excusez-moi l'emploi du mot et de son adjectif. Là. Donc, quelque chose de très fiable, mais surtout de confidentiel. Et Pierre-Marc parlait où le président du conseil va adhérer, mais moi, je vous dirais aussi que tout le CA va approuver ça pour avoir l'adhésion des administrateurs, pour qu'ils participent activement, qu'ils s'impliquent dans le processus. Donc, j'aurais ces 3 mots-là, là, fiabilité, confidentialité, puis approbation du CA. Je dirais aussi que ce n'est pas un processus statique. On n'adopte pas ça, puis on le laisse en place comme ça, puis on fait ça chaque année, la même affaire. Je vous dirais que c'est un processus qui est en amélioration continue. Il ne faut pas avoir peur de se questionner, de réévaluer, de retourner en arrière, de faire des nouvelles choses. Donc, je pense qu'il faut à chaque année regarder ce qu'on fait, si c'est correct, puis s'il faut le modifier. Et je vous dirais également, je reviens sur mon concept de maturité. C'est important d'aller avec des méthodes d'évaluation qui vont avec le rythme du CA où ils sont rendus là-dedans pour ne pas brûler des étapes et faire en sorte que les gens vont dire « OK, c'est pas nécessaire » ou « on n'embarque plus là-dedans ». Donc, ça serait mes recommandations, Joanne. Merci beaucoup, Josée. En vous écoutant, si on fait un sommaire de ce que vous avez dit, c'est sûr que le bénévole de Pierre-Marc nous aide. Hein? Donc, bien camper nos besoins, hein? Bien comprendre qu'est-ce qu'il faut évaluer. L'autre élément, c'était le NE, hein? Donc, obtenir l'adhésion de notre président. Pas proposer des changements sans avoir l'aval du président, puis aussi, en lien notamment avec ce que Christiane disait et Josée, le travailler étroitement avec notre comité de gouvernance qui va piloter la démarche en étroite collaboration avec notre président, puis pour faire la suite avec bénévoles, VA pour la valeur ajoutée. Donc, oui, des questions, oui, des thèmes qui sont évalués, mais pas n'importe quoi. Puis aussi, il faut s'incarner dans notre contexte. Hein. Qu'est-ce qu'on veut concrètement améliorer? Et évidemment, bien, ça, c'était le premier élément qui était mentionné par Christiane. Le plan d'action, le suivi du plan d'action. Et du côté des meilleures pratiques amenées par Josée, ces apprentissages, bien, un processus qui est fiable, qui est crédible, qui va assurer la confidentialité des données, hein, des réponses de nos participants. Puis j'entends aussi dans les propos de Josée, pas un processus statique, un processus qui est itératif, un processus qui s'améliore. Et j'entends aussi tenir compte de la maturité de notre conseil d'administration, notamment en lien avec ce que vous disiez, Josée, quand on procède à l'évaluation des administrateurs par les pairs. Hein. C'est un exercice qui est délicat, on l'entend. Donc, un élément là, à prendre en compte. On a parmi les gens qui s'expriment, on dit, on entend les participants échanger sur l'évaluation des conseils du conseil d'administration et on se questionne, on dit bien, est-ce que vous avez parlé beaucoup de valeur ajoutée? Est-ce que vous avez des exemples d'amélioration ou de valeur ajoutée qui a réellement été apportée par l'évaluation? Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut plonger et nous faire état. Je peux peut-être y aller, Joanne, avec ce que je trouve fondamental, c'est que, vous le savez, là, les ordres du jour, quand on fait des ordres du jour de rencontre, c'est assez lourd parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps à discussion. Et puis, moi, je me rappelle bien d'avoir reçu dans des commentaires d'administrateurs qui trouvaient justement que les présentations étaient excellentes par la direction,
mais c'est long, c'est parfois trop long, où là, il n'y a pas de place aux réelles discussions au niveau des administrateurs. Alors, quand plusieurs administrateurs font cette remarque-là dans les évaluations, Joanne, ben nous, ça nous a permis à un moment donné de venir dire aux gens de la direction, mais là, c'est les administrateurs qui demandent ça. Alors, ça nous aide et ça, je pense que ça va vers la valeur ajoutée. Parce que si les administrateurs jouent pleinement leur rôle, ils ne sont pas juste là pour écouter, entendre ce qui est présenté, ils sont là pour discuter, de voir plus loin et donner une plus-value. Donc, ensemble, par le biais de discussion et non pas seulement recevoir de l'information. Alors, c'est un exemple, Joanne, que je pense. C'est intéressant. L'autre exemple, c'est les besoins de formation. Les administrateurs nous font part de la nécessité d'en apprendre davantage dans un secteur donné. Là, ça peut s'appliquer autant à Christine, à José qu'à moi. Et là, l'administrateur va aller s'informer, va recevoir des cours, des sessions de perfectionnement pour mieux comprendre, donc pour mieux participer, évidemment, aux discussions et pour donner une plus-value à l'entreprise. Alors, 2 exemples rapides, Joanne, de ma part. Merci beaucoup, Pierre-Marc. José, Christiane, est-ce que vous avez un partage à faire de ce côté-là au niveau oui, au niveau de la création de valeur? Oui, de la création de valeur, parce qu'un commentaire qu'on a eu, c'était le focus du conseil d'administration qui doit avoir un rôle stratégique. Donc, un focus sur quel devrait être le rôle du conseil et de le distinguer bien clairement du rôle du comité exécutif. Donc, c'est une chose sur laquelle on a vraiment travaillé pour s'assurer que chacun respecte son mandat et que les enjeux stratégiques soient bien adressés au bon niveau. Donc, permettre à tout le monde de jouer son rôle, mais chacun son rôle. Excellent. Puis est-ce que ça amène, évidemment, ce que je comprends dans vos propos, c'est que ça amène une clarification des rôles et responsabilités de comité et d'officier? Tout à fait, incluant qui se rend jusqu'au mandat, par exemple, la révision des mandats. Donc, ça, c'est ce qui en a suivi. Donc, c'est un aspect très concret et très réel d'une évaluation. Évidemment, je rejoins Pierre-Marc sur la question des formations. Je pense que c'est commun à tous. Et c'est aussi un point d'amélioration qu'on a noté. Merci. Merci, Christiane. José, de votre côté, est-ce que vous avez des exemples concrets d'amélioration? Ce qu'on a remarqué, c'est toute la qualité des interventions des administrateurs. On voit une différence. On voit une différence aussi, ça l'aide nos nouveaux administrateurs qui arrivent quand on vient pour intégrer des nouveaux administrateurs. Nous, si les gens sont élus, c'est des mandats de 3 ans, donc des fois, on peut avoir un rythme, on peut avoir des gens qui changent régulièrement. Donc, d'avoir un programme d'évaluation, les rapports sont disponibles pour eux, donc ils peuvent s'alimenter de ça et l'effort collectif va faire en sorte que ces administrateurs-là vont apporter une plus-value rapidement. Je dirais que c'est un des exemples là, qu'on voit qui est prédominant, oui. Merci beaucoup, José. Je vais vous présenter quelques éléments qui sont issus, évidemment, dans les évaluations de conseil. On a observé quelques éléments qui ressortent de façon prépondérante là, dans les pistes à améliorer. Évidemment, on pourrait échanger en même temps d'éléments qui ont été amenés pour créer de la valeur. Mais il y a tout l'élément concernant, dans les évaluations, on constate souvent, par exemple, qu'il y a une compréhension asymétrique de la vision et des objectifs de l'organisation, mais également du conseil. C'est quoi nos grands objectifs comme conseil d'administration? Parfois, dans les évaluations, ça ressort ça comme étant un élément là, qui nuit au fonctionnement. Tout à l'heure, Christiane parlait, ça nous a amené, par exemple, à l'ordre des CPA, à préciser, à clarifier des rôles, des responsabilités, à revoir des mandats de comité. Bien, ça aussi, c'est un élément qui ressort de façon significative dans les évaluations de conseil, des imprécisions à l'égard des rôles et responsabilités. Dans le cadre d'évaluation, on voit aussi des éléments qui sont en lien avec la confidentialité, des bris de confidentialité ou de l'incompréhension quant au devoir de discrétion qu'on a comme administrateur. Donc, évidemment, dans les pistes d'amélioration, c'est évidemment renforcer la formation sur le devoir, par exemple, de discrétion. Et dans les bris de confidentialité, on voit notamment des administrateurs qui vont s'exprimer sur les médias sociaux. Donc, ils vont parfois divulguer des informations qu'ils n'auraient pas le droit de faire.
Dans les évaluations, on va voir aussi beaucoup d'éléments en lien avec l'inefficacité dans la gestion des rencontres. Donc, des rencontres qui s'éternisent, des rencontres qui se multiplient, des rencontres qui sont désorganisées. Donc, ça arrive abondamment. Dans la gestion des rencontres, il y a beaucoup d'éléments qui ressortent en lien avec la qualité des documents qui sont remis, hein, des documents qui sont présentés séance tenante, des documents à la qualité douteuse, ou encore l'absence de documents comme tel. Donc, évidemment, on comprend que nos administrateurs jouent leur rôle à travers le filtre, principalement à travers le filtre de la direction générale ou des équipes de direction. Donc, c'est important d'avoir accès à une information de qualité dans les délais requis pour leur permettre de bien se préparer. L'autre volet qui ressort également dans les évaluations, c'est des situations de conflit d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt. L'autre élément, le manque de solidarité avec les décisions qui sont prises au conseil d'administration. Donc, on prend une décision au conseil et par la suite, les administrateurs vont manifester leur désaccord avec celle-ci ouvertement à des tiers. Donc, l'autre volet, il y a la relation parfois complexe qui peut y avoir entre l'équipe de direction et le conseil d'administration. Donc, on va observer parfois des climats de méfiance. Donc, ça peut évidemment miner le bon fonctionnement du CA et aussi des compétences, des connaissances asymétriques entre les administrateurs quant à leur rôle de responsabilité, devoirs et obligations légales. Donc, évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais on présente de façon succincte là, des éléments qui ressortent là, comme des pistes d'amélioration de plusieurs conseils d'administration avec lesquels nous travaillons. Il est maintenant 12h51. Je sais que vous êtes vous exprimez une belle vitalité dans la boîte de discussion. Vous avez des questions intéressantes. On en a passé quelques-unes au fil du webinaire. J'inviterai Mme Isabelle Boutin, directrice au Collège des administrateurs de société, nous faire part de quelques questions que vous pouvez avoir en lien avec l'évaluation du conseil d'administration. Alors, Isabelle, à toi la parole. Merci beaucoup, Joanne. Écoute, il est déjà 1h57, le temps passe vite. Alors, et au collège, on a la réputation de vraiment maintenir le temps. Donc, je serai quand même très brève, mais d'entrée de jeu, merci Joanne, évidemment, merci Brio de nous donner l'opportunité au collège de joindre notre voix à la vôtre sur l'importance de l'évaluation du conseil comme levier d'amélioration de la performance de nos CA. Alors, merci beaucoup. Je ne peux pas passer sous silence non plus la qualité des panélistes d'aujourd'hui qui, à notre grand bonheur, sont tous des administrateurs de sociétés certifiés. Alors, ça nous fait plaisir. Alors, allons-y rapidement. J'aurais une question que je vois ici pour M. Bellavance. Vous avez parlé justement de la pression grandissante sur la performance et pouvez-vous nous dire comment vous prenez en compte ces particularités-là sur les responsabilités des administrateurs de plus en plus accrues dans le cadre des évaluations? Évidemment, de notre côté, du côté dans le domaine de l'assurance, on a évidemment un joueur important, une partie prenante importante qui est l'Autorité des marchés financiers, qui émet plusieurs lignes directrices. Alors, les administrateurs, le conseil d'administration ont des responsabilités très grandes et accrues au fil donc du temps. Alors, on n'a pas le choix, on est obligé de les former davantage. J'en parlais tantôt de la formation. On est obligé également, à part qu'ils sont assurés également, bien sûr, il y a pas des assurances, il y a des conventions d'indemnisation pour les protéger, mais ce qui est important, c'est qu'ils soient bien informés également, qu'ils aient la qualité de l'information. Donc, les évaluations nous aident à amener au conseil les bonnes informations qu'ils doivent connaître, comprendre pour jouer leur rôle. Alors, ils ont, comme je disais tantôt, une grande responsabilité. Maintenant, la responsabilité de la direction aussi, c'est de leur amener cette bonne information-là. Et par la suite, le conseil va se faire un cadre, va adopter un cadre de gouvernance, va adopter des politiques sur la gouvernance, va donc s'assurer de gérer en gouvernance la gestion de l'entreprise par le biais du conseil. Alors, très, très, très important, là, cet élément-là de notre côté.
Merci beaucoup. Une autre question qu'on a ici, je la poserai à Mme Vachon cette fois-ci. On connaît l'importance de la composition du conseil. Et chez vous, comment vous évaluez cette composition-là au CA? La composition du conseil, selon le Code des professions, comme je l'ai expliqué au début, il y a des administrateurs qui sont nommés, il y a des administrateurs qui sont élus. Les administrateurs qui sont élus viennent de certaines régions électorales. Alors, c'est un processus démocratique, comme n'importe quel vote démocratique au Québec, qui fait en sorte que il y a des candidats qui se présentent et il y a des membres qui votent pour les candidats. Alors, c'est la façon dont on fonctionne. La composition du conseil est évaluée en fonction d'une matrice de compétences. Si c'est l'idée derrière, c'est la compétence, il existe cette matrice de compétences et elle existe en théorie, elle est sur notre site web et elle est aussi complétée à chaque élection, à chaque cooptation, en fonction des critères pour voir comment le conseil d'administration a rencontré finalement les critères de compétence et à quoi ressemble la composition du conseil. Je ne rentrerai pas dans la diversité, je vais parler plus de compétences, mais c'est à ce niveau-là, c'est comme ça qu'elle est déterminée. Merci. Alors, Joanne, il est 13h01, mais si tu me permets une dernière question à Mme Letourneau de Solio. Pouvez-vous nous dire comment vous faites chez vous, chez Solio, concrètement avec les résultats des évaluations? Alors, nos résultats sont vraiment analysés tant par le président, par le CA, par les comités, par le secrétariat général. Donc, c'est une chaîne où chacun collabore à l'analyse de ça. Élément, on l'a dit tantôt, nous, notre programme de formation prend en compte ces résultats-là pour adapter le programme de formation à chaque année de ce qu'on fait avec nos administrateurs. Et on profite avec ces résultats-là aussi pour rappeler certains messages. C'est une belle opportunité, c'est un beau moment pour rappeler des messages qu'on veut rappeler à nos administrateurs. Donc, je vous dirais ça, je terminerai comme ça. Merci. Alors, Joanne, je vais te laisser le mot de la fin, mais pour les participants d'aujourd'hui, alors, il est certain que le guide sur l'évaluation qui a été produit par Brio sera sur notre site Internet, dans notre onglet Ascension. Je vous invite à le consulter tous. Alors, merci encore et je te laisse le mot de la fin, Joanne. Alors, merci beaucoup, Isabelle. Merci encore une fois à nos panélistes pour leur générosité, leur transparence, leur partage. Merci encore une fois au Collège des administrateurs de société pour avoir facilité la réalisation de ce webinaire. Et évidemment, je vous invite à évaluer vos conseils d'administration, à vous doter de plans d'action pour justement bien s'assurer que vos conseils d'administration exercent adéquatement leur rôle de fiduciaire et soient en mode de création de valeur. Alors, merci à tous. Bonne continuation.